Donc voilà, vous venez de réaliser une auto-alimentation. Donc maintenant nous allons passer à l'étape supérieure qui est la réalisation d'un télérupteur. Donc accrochez-vous. C'est le dernier exemple que nous allons voir dans ce tutoriel consacré au ladder, mais il n'est pas très facile. Alors pour arriver à cela, nous allons faire 3 étapes. La première, nous allons voir la façon dont un programme s'exécute, ce que l'on appelle le cycle du programme. Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle les fronts montants et descendants pour finir avec ces fameuses bobines set et reset. Donc, prenez le temps de regarder cette vidéo et allez sur le site en parallèle pour avoir un maximum d'informations. À la fin de celle-ci, nous en aurons complètement fini avec le ladder. Donc, dans le prochain chapitre, nous attaquerons avec la programmation que l'on appelle en littéral. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve après. Alors, après avoir découvert l'auto-alimentation, je vais vous présenter l'intérêt des bobines set et reset. En fait, les deux bobines qui sont ici, la bobine entourée de S, c'est bon, j'ai pas tout le temps les commentaires. À côté de la bobine normale, vous avez une bobine avec un S à l'intérieur, une bobine avec un R à l'intérieur, donc c'est les bobines set et reset. Et ce sont deux bobines qui ont des capacités de mémoire, c'est-à-dire qu'elles savent retenir leur état actuel. Donc, on va faire un exemple. Dans le premier réseau, insérer une bobine 7, donc avec le S intérieur, que l'on nommera DO1 et que l'on appellera sortie. Cette bobine sera actionnée par un contact D1, booléen, tout ce qu'il y a de plus normal, que l'on appellera mise en marche, par analogie à l'essai précédent. On va créer un deuxième réseau, donc on clique sur le 1 du réseau et on fait insérer un réseau après. On sélectionne une bobine reset donc avec un R qui porte exactement le même nom que la bobine 7, donc DO1, DR1. Par contre, celle-ci sera actionnée par un interrupteur que l'on nommera DI2, qui sera la mise à l'arrêt. Donc un appui sur DI1 va setter DO1, un appui sur DI2 va resetter DO1. Donc, mise en ligne, démarrer. On teste tout de suite. Donc, état initial. DO1 est à 0. Les deux contacts DI1, DO1, DI1 et DI2 aussi. On passe DI1 à 1, et on le fait retomber à 0. On voit que DO1 a été seté, donc est passé à 1 et reste à 1 malgré qu'il n'est plus alimenté. Une action sur DI2. Reset DO1, donc le passe à 0 et le laisse resetter. Donc l'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin de faire d'auto-alimentation, même si les conditions sont compliquées. La mémorisation se fait d'elle-même. Alors, reprenons notre montage avec les set et reset. Donc toujours DI1 qui set DO1 et DI2 qui set DO1. Qui reset DO1, pardon. On passe en ligne et on démarre le système. On a vu que lorsqu'on exerce une action sur DI1, ça set. Lorsque l'on exerce une action sur DI2, ça reset. Maintenant, regardez ce qui se passe si on appuie sur DI1 et sur DI2. DO1 est reseté, est à 0. Soit. Maintenant, ce que l'on va faire, on va se déconnecter. Et on va inverser les set et reset. C'est-à-dire que DO1 va être reseté, DI1 va resetter et DI2 va setter. Bobine 7. Donc maintenant nous avons DI1 qui reset DO1 et DI2 qui set DO1. On passe en ligne, on démarre l'automate. Donc si on passe DI1 à 1, forcément il ne se passe rien car on reset une variable qui est déjà à 0, une sortie qui est déjà à 0. DI2 à 1 va setter DO1, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on appuie sur DI1 et sur DI2? On s'aperçoit que DO1 est seté. Alors, regardez bien cela. Auparavant, DO1 restait reseté. Pour autant, je vais passer en vue sans les animations, ça sera plus clair.
Pour autant, ce n'est pas parce que c'est DI1 maintenant qui reset, mais c'est parce que on va attaquer une notion qui est très importante à comprendre, qui est l'ordre d'un cycle de programme, d'exécution de programme. Donc, en gros, le programme va de haut en bas et de la gauche vers la droite. Donc il arrive à son premier réseau. Il calcule le résultat de la sortie. Donc là, par exemple, il va regarder l'état de DI1 pour déterminer l'état de DO1. Puis il va passer au réseau d'après, à la ligne d'après. Regarder la combinaison des variables pour déterminer l'état de la sortie. Ce qui fait que lorsque DI1 et DI2 sont tous les deux à 1, le programme va commencer. Première ligne, il verra sur DI1 est à 1, il va vouloir resetter DO1. Donc à cet instant, DO1 sera égal à 0, peu importe son état précédent. Il va attaquer la deuxième ligne, regarder les actions qui sont faites pour déterminer l'état de DO1. Il va s'apercevoir que DI2 est à 1, donc ça permettra d'actionner DO1. Après, il n'y a plus de lignes. S'il y aurait encore des lignes, il ferait la suite. Donc là, le programme s'arrête ici. Et donc, le dernier état qui a été calculé, ce fut DO1 égale 1. Maintenant, lorsque l'on a inversé les bobines, on reset DO1. Qu'est-ce qui s'était passé là? Le programme est arrivé, a vu que DI1 était actif, donc a seté DO1. Il est passé à la ligne suivante. Il s'est aperçu que DI2 était à 1. Donc il a calculé que DO1 devait être à 0. Ce qui fait que dans ce cas-là, nous avions eu comme résultat le fait que DO1 reste à 0. Donc c'est très important à comprendre cet ordre de cycle de programme. Comprenez bien que si vous avez un programme très grand avec plusieurs dizaines ou centaines de lignes, qu'à votre première ligne vous mettez DI1 set DO1, toute une partie du programme est cachée vers le bas, une ligne que vous avez oubliée qui dit que DI2 reset DO1. Imaginons que vous êtes un peu perdu dans le programme, vous ne voyez plus cette deuxième ligne qui est cachée dans le bas, vous ne voyez que celle-là, vous voyez que DI1 demande à setter DO1 et pour autant celui-ci n'est pas seté au résultat final. Donc il reste à false. Et ce, parce qu'en fait, plus loin dans le programme, plus loin dans le cycle, le programme rencontre une ligne qui lui ordonne de resetter DO1. Donc sachez qu'un programme va du haut vers le bas pour exécuter chacune de ces lignes. Alors, cette fois, nous allons découvrir une nouvelle chose que l'on appelle les fronts. Front montant et front descendant. Alors, un front, qu'est-ce que c'est? Maintenant que l'on a vu comment se déroulait un temps de cycle, un cycle automate, un front est en fait l'information d'un capteur ou d'un contact ou d'une variable à l'instant où est-ce qu'elle passera d'un état à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a deux fronts, les fronts montants et les fronts descendants. Les fronts montants auront la valeur 1 uniquement lorsque la variable passera de 0 à 1, donc lorsque la valeur s'activera. Les fronts descendants, eux, auront la valeur 1 uniquement lorsque la variable passera de 1 à 0. Donc le front sera descendant. Et ce, donc, sur un seul cycle. Alors, pour utiliser les fronts sont pour l'instant, on n'a pas encore parlé, mais une fonction particulière. Donc, on va le retrouver dans ce qu'on appelle les bibliothèques. Donc, tout en bas de l'arborescence, vous avez 4 onglets. Module, type de données, visualisation et ressources. Sélectionnez l'onglet ressources. Cliquez 2 fois sur gestionnaire de bibliothèque. Et en fait, nous allons importer une bibliothèque de fonctions. Donc, dans le carré situé en haut, on va dire centré, faites un clic droit, autre bibliothèque. Et normalement, vous êtes censé avoir une fenêtre qui est ouverte directement à l'endroit de l'installation de code 6 dans le dossier librairie. Ici, vous devriez trouver une bibliothèque qui s'appelle standard.lib.
Une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez. Et vous voyez que vous venez d'importer plusieurs dossiers dans un module. Bistable function block, counter, string function, timer et trigger. Pour l'instant, on ne va pas trop s'occuper de ce que sont les autres dossiers, mais sachez que c'est des fonctions complémentaires qui sont jugées comme standards et classiques. Celles que nous allons utiliser, ce sont les triggers. Ftrig et rtrig. Pour front descendant, fall trigger, front montant, rise trigger. Donc, voilà à quoi ça ressemble une fonction. Nous avons une boîte avec une entrée, quelque chose qui est fait à l'intérieur, on s'en fiche complètement, et une sortie. Nous savons que cette fonction, nous lui donnons une entrée, tout ou rien, c'est indiqué ici en boule, et ça nous sort une sortie tout ou rien. À l'instant, pour le front montant, donc à l'instant où est-ce que nous lui donnons l'entrée, la sortie passera à 1 sur un seul cycle et retombera à 0, jusqu'à ce qu'elle revoie un front montant. Donc ça veut dire jusqu'à ce qu'on ait relâché l'entrée et qu'on ait réappuyé dessus. À ce moment-là, ça repassera à 1 sur un seul cycle. A l'inverse, pour le front descendant, on voit le petit schéma ici qui montre un front descendant. La sortie sera 1 uniquement lorsque l'entrée sera à 1 et passera à 0. Au moment du passage de 1 à 0, la sortie sera 1. Donc une fois que vous voyez cela, c'est que votre bibliothèque a bien été importée. Donc vous pouvez retourner dans l'onglet module, double-cliquer sur PLC-PRG, et voilà. Donc on va faire un petit exemple pour montrer les fronts. Donc on va commencer par mettre un contact que l'on appellera DI1. Le commentaire sera entrée du capteur. Imaginons que c'est un capteur. Donc forcément une entrée, donc on va marquer capteur de comptage. Imaginons que c'est un capteur qui sert à compter le nombre de personnes qui passent ou le nombre de produits qui passent, peu importe. Nous allons mettre notre front montant. Donc ici, comme c'est vraiment une fonction très standard, nous avons le front montant qui est mis directement en raccourci. Donc à droite des bobines 7 et reset, nous avons plusieurs symboles. Celui qui nous intéresse, c'est le troisième, avec le petit front montant du décidé. On clique dessus, on voit apparaître la boîte que l'on a vue dans la bibliothèque. Il nous demande un nom. Donc on va laisser faire la déclaration de variable automatique, on va taper directement le nom, donc nous l'appellerons front montant. Pour l'instant nous n'aurons qu'un seul, donc appelons-le front montant. Il le déclare comme une variable comme d'habitude. Il le déclare comme front montant au niveau du nom, c'est ce qu'on a écrit. Par contre la particularité se situe au niveau du type. On voit qu'il met rtrig. On va cliquer sur les trois petits points. Dans le type standard, on ne voit pas de rtrig. Ce que nous utilisons habituellement, ça ne l'est pas, et en fait c'est parce que, comme c'est une bibliothèque, ça fait partie des blocs fonctionnels standards, donc c'est une fonction, et on voit qu'en fait, les 4 dossiers que l'on a ajoutés dans le gestionnaire de bibliothèque sont ici, et rtrig se situe là. Donc gardez-le d'origine, mais sachez que ce n'est pas un type de variable, mais c'est ce que nous verrons plus tard, c'est ce qu'on appelle une fonction. Pour l'instant, sachez simplement que c'est un front montant du capteur qui vous demande de confirmer que c'est rtrig en dessous, vous appuyez sur entrée, et voilà, votre front montant est fait. Et en sortie, pour constater que c'est un front montant, on va mettre une bobine normale que l'on appellera DO1, qui sera, on va pas mettre de commentaires parce que ce ne sera pas utile pour le test, et on va setter en parallèle. Donc une fois que vous avez sélectionné la bobine, vous cliquez sur set, il va rajouter une deuxième bobine en parallèle, qu'on appellera DO2. Donc lors d'un appui sur DI1 et en maintenant l'appui sur DI1, on va passer par une boîte qui va réaliser un front montant. Donc ce front montant sera censé setter la sortie DO1, DO2. Et DO1, on ne le verra, soit on ne le verra pas s'allumer parce que ce sera trop rapide, ou alors on le verra à peine clignoter, parce qu'en fait il sera allumé le temps d'un cycle, le moment où est-ce que
la sortie sera à 1 et après il s'éteindra. Donc nous allons faire l'essai. On va démarrer l'automate. Donc voilà. On y va, double-clic sur DI1, on valide. On n'a même pas vu DO1 s'allumer. Ça a vraiment été très rapide. Alors, on va éteindre DO2. Code 6 possède la particularité de pouvoir exécuter les programmes cycle par cycle. Alors, il faut que je retrouve où est-ce que c'est. Cycle indépendant, voilà. CTRL F5. On voit qu'on n'est plus en marche. Donc maintenant, le programme est en pause et on va l'exécuter cycle par cycle en appuyant à chaque fois sur CTRL F5. Par exemple, là, je veux passer 1. Donc je fais CTRL F7, ma variable est 1. Pour autant, ça n'a aucune incidence. Parce que l'automate n'est pas démarré. Il attend que je lui demande de passer au cycle suivant. Dans l'écran de déclaration des variables, on voit que le front montant a un petit plus. Donc on peut dérouler et on voit toutes ces variables internes. Donc ça, ce n'est pas si important. Le M, on s'en fiche. C'est ce qu'il a besoin lui pour fonctionner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le CLK, qui est en fait l'image du DI1, et le Q, qui est la sortie du front montant. On va faire CTRL F5. Donc nous sommes au cycle suivant. Donc le capteur vient de passer de 0 à 1 pour la première fois. Donc le front montant s'active. On voit qu'il set DO2 et qu'il alimente DO1. Le programme a fini, donc il va passer au cycle suivant. Donc nous faisons CTRL F5. DI1 est toujours à 1, mais la sortie du front montant est éteinte parce qu'on a passé l'instant où est-ce que nous sommes passés de 0 à 1. Donc la sortie n'est plus active. Comme DO2 est une bobine 7, elle est encore à 1. Par contre, DO1 qui est une simple bobine, s'est éteinte. Donc voilà, nous arrivons à la dernière étape de notre chapitre. Donc on va faire un petit exercice qui va synthétiser l'ensemble des connaissances que l'on a vues précédemment. Ce que je vais vous demander, c'est de réaliser un télérupteur. Donc un télérupteur, c'est un système avec une seule entrée et une seule sortie. Lorsque l'on appuie sur l'entrée et que la sortie est éteinte, celle-ci s'allume. On lâche l'entrée, elle reste allumée. Et lorsque l'on fait un deuxième appui sur cette entrée, la sortie s'éteint. Donc en gros, pour synthétiser, lorsque l'on appuie sur l'entrée, ça inverse l'état de la sortie. Alors, à ceci, il est important de signaler que ça ne doit pas clignoter. Donc, si vous restez appuyé sur l'entrée, la sortie ne doit pas s'allumer, s'éteindre constamment. C'est l'appui sur l'entrée, ça inverse l'état à l'instant de l'appui et ça le laisse inverser. On relâche le bouton, lorsqu'on rappuie dessus plus tard, ça réinverse l'état. C'est ce qu'on appelle un télérupteur. Donc c'est différent d'une auto-alimentation que l'on a vu précédemment, car l'auto-alimentation c'était à peu près la même chose, mais avec deux boutons. Un pour allumer, un pour éteindre. Cette fois, c'est le même bouton qui va allumer et éteindre. Donc je vous laisse quelques secondes pour penser à une solution éventuelle. Mettez la vidéo en pause et je vous reprends dans 5 petites secondes. Donc, j'espère que vous avez trouvé quelques pistes. La plus simple et la plus flagrante, c'est que vous aurez besoin d'un set reset. Donc, pour avec un seul bouton alimenter et éteindre une sortie, ça sera du set reset. Donc, on va y aller dès maintenant. On le fait ensemble. On fait une première bobine 7 que l'on va appeler sortie. Et qui sera alimenté par un bouton DI1. Comme on appellera interrupteur. On va créer un deuxième réseau. Parce que l'on va resetter DO1. Avec le même bouton. Donc ce cas-là, nous l'avons déjà fait et nous savons le résultat qu'il va y avoir. C'est-à-dire que le DO1 sera tout le temps reseté. Du fait que c'est les mêmes conditions qui set et reset DO1. Et la dernière
action traitée par le cycle du programme, c'est le reset de D1. Donc D1 sera tout le temps à 0. Si nous aurions inversé le set reset, avec le set qui est géré, qui est traité en dernier par l'automate, celui-ci aurait tout le temps été 1. Donc ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est essayer de tenir compte de l'état de DO1. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est dire, lorsque j'appuie sur DI1, si DO1 est éteint, je l'allume. Si j'appuie sur DI1 et que DO1 est allumé, je l'éteins. Donc pour ça, on va utiliser les mémoires des sorties en prenant un contact barre ici de DO1. Donc si j'appuie sur DI1 et que je n'ai pas DO1, donc il est éteint, dans ce cas, je l'allume. Si j'appuie sur DI1 mais que DO1 est allumé, dans ce cas, je l'éteins. On peut tester ça. Essayer de deviner le résultat. Je passe DI1 à 1 et DO1 reste à 0. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir pourquoi, donc mettez la vidéo en pause. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est exactement dans le même cas. La situation initiale est DO1 à 0. Donc j'appuie sur DI1 et DO1 est à 0. Donc cette condition est passante, on allume DO1. Deuxième ligne, on est toujours en train d'appuyer sur DI1 parce que nous sommes dans le même cycle. Et DO1 vient d'être allumé par la ligne précédente. Donc DO1 est reseté. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous tenons compte de l'information de DO1 en temps réel. Ce qu'il faudrait, ça serait trouver une solution pour mémoriser l'état de DO1 en début de programme et utiliser cette mémorisation pour tout le programme. Donc, je vais vous laisser 5 secondes pour que vous essayiez de trouver comment est-ce qu'il serait possible de mémoriser l'état de DO1 et d'utiliser celui-ci dans notre programme. Donc, mettez la vidéo sur pause. Donc en fait, la solution serait de, on va quitter le programme, d'insérer un réseau mais juste avant le premier, donc réseau devant, et de dire l'image de DO1, donc en début du cycle du programme, vaut la mémoire de DO1. Mémorisation de la sortie. Donc, qu'est-ce que ça change? Regardez un peu ce programme, mettez-le sur pause, essayez de le comprendre par vous-même et revenez juste après. Donc, le programme va commencer. La première chose qu'il va exécuter, il va regarder quel est l'état de DO1. Et il va le mettre dans une sortie qu'on va appeler mémoire DO1. Et maintenant, nous, ce que l'on va faire, c'est remplacer avant les images que nous avions. Mince. Mémoire. Copier. Copier. Voilà. Remplacer les. Où est-ce que anciennement nous avions uniquement DO1 par sa mémoire. Donc le programme va commencer. Le programme commence, il regarde l'état de DO1 et il le met dans une mémoire qui ne sera écrite qu'une seule fois dans tout le programme. Donc c'est-à-dire que là, au début du cycle, on vient de dire que mémoire DO1 est égale à l'état de DO1 au début du cycle, et cette valeur sera celle-ci jusqu'à la fin du cycle, elle ne changera plus. Donc maintenant, lorsque l'on fera un appui sur DI1, et que la mémoire sera à 0, on va setter DO1. On est toujours en train d'appuyer sur DI1, mais la mémoire de DO1 est encore à 0, parce que même si DO1 vient d'être seté, la variable que l'on regarde maintenant, c'est la mémoire de DO1. Et celle-ci n'étant écrite qu'une seule fois,
est tout le temps à 0. Donc on ne reset pas et la bobine va rester à 1. Donc exécution, F5. État initial, on voit que DO1 est à 0, donc la mémoire est à 0. DO1 est éteint. On allume DO1, DI1. Et regardez. C'est le fameux clignotement dont je parlais. Donc ce qui se passe, c'est que... Je vais arrêter parce que c'est un peu hypnotique. Vous avez vu le résultat, ça clignote. On regarde, on mémorise l'état de DO1. On appuie sur DI1. Donc condition initiale, DO1 éteint, donc la mémoire DO1 à 0. Cette condition est passante. On set DO1. On est toujours en train d'appuyer sur DI1, ça ne change pas. Et la mémoire DO1 est toujours à 0. Car elle était à 0 au début du programme, et on a dit qu'elle ne changeait pas durant tout le programme, car elle est éteinte. Donc même si DO1 est passé à 1 entre temps, la mémoire n'étant écrite que dans la première ligne reste à 0. Donc DI1 à 1, mais mémoire DO1 à 0, la condition n'est pas passante, on ne reset pas. Le cycle est fini. Le programme commence un nouveau cycle. Cette fois, DO1 est allumé, donc la mémoire DO1 est à 1. On appuie sur notre bouton. La mémoire DO1 est à 1. Donc cette condition n'est pas passante, donc on ne set plus. Passe à la ligne suivante. DI1 est à 1, la mémoire DO1 est à 1 aussi. Nous l'avons vu au début du programme. Donc cette condition est passante. On reset DO1. Le programme se finit. Le programme recommence un nouveau cycle. DO1 à 0, donc mémoire à 0, et on revient de la condition initiale. Donc en fait le problème, quand je parlais du clignotement au début, c'est cela. C'est que le programme se mord la queue. On regarde l'état de DO1 changeant à chaque cycle. Maintenant, tout à l'heure, il ne changeait pas du tout, donc c'était pire. Maintenant, il change à chaque cycle, mais le fait qu'il change à chaque cycle implique que le programme s'exécute continuellement. Donc la prochaine et dernière étape est de trouver une façon de n'exécuter cela que sur un seul cycle, de ne considérer les changements de DI1 que sur un seul cycle. Donc pensez-y un peu, mais je pense que vous avez compris. On va cette fois utiliser les fronts. Donc ce que l'on va faire, c'est insérer un front montant juste après DI1. Donc pour cela, on clique sur la mémoire DO1, on appuie sur l'icône détection de front montant. Rtrig, on valide. Et un deuxième, on valide. Alors je ne sais pas s'il va le prendre comme ça. Voilà, exactement, car en fait il n'y a pas de nom. Oh, très bien, très bien, très bien. J'ai fait une erreur, on supprime. Forcément, on a recommencé un nouveau programme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler la bibliothèque. Donc, gestion des bibliothèques. Donc, tout en bas, dans l'arborescence, vous allez sur ressources, gestionnaire de bibliothèque, clic droit dans le carré du milieu, et on insère la bibliothèque standard. Cette fois, on voit notre front montant. On clique sur module tout en bas, double-clic sur PLC PRG. Et cette fois, donc, on clique une fois sur le symbole de la mémoire, le contact normalement fermé, et on insère notre front. Cette fois, il demande le nom. Donc, on va l'appeler front montant. Copier. On le déclare, front montant du capteur. Voilà. Et entrée pour mettre le même. Après, on insère le deuxième front, donc on va l'appeler front montant 2. Front montant 2 du capteur. Mince. Du capteur. Ok. Entrée. Et voilà. Donc maintenant, ça sera exactement le même fonctionnement que précédemment, mais de façon, je vais vous le montrer. Alors F5, on démarre, donc en ligne simulation en marche. On passe l'entrée à 1, on set la sortie. L'entrée retombe. On rappuie sur l'entrée, ça l'éteint. Donc cette fois, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, on mémorise l'état
de la sortie au début du cycle. Puis on exécute le programme. Donc sur un front montant de DI1, et ce dans les deux conditions, lorsque la mémoire de la sortie est éteinte, on l'allume. Et comme celle-ci était éteinte au début du cycle, on n'exécute pas cette ligne-là, donc on ne reset pas dans la foulée. Et au cycle d'après, comme cette fois nous avons considéré un front montant de l'entrée, ces deux lignes ne sont plus activées, car elles sont activées uniquement lors du passage de 0 à 1 de leur entrée. Donc voilà, nous venons de réaliser un télérupteur en utilisant une grosse partie des ressources que nous avons vues précédemment, qui sont la mémorisation d'un état de sortie, l'utilisation du temps de cycle, la gestion du cycle de l'automate, qui fait qu'il est très important de regarder l'état d'une sortie en premier et de ne plus la réécrire dans tout le programme pour qu'elle ne soit mémorisée qu'une seule fois et prise en compte qu'une seule fois dans un cycle. Ça évite d'avoir une gestion en temps réel de la sortie. Et nous avons vu les 7 resets.